جامعة محمود الماطري أول جامعة خاصة مختصة في العلوم الشبه الطبية. جامعة محمود الماطري، الامتياز والالتزام. Bonjour à tous et bienvenue. Notre cycle de conférences sur l'histoire de la médecine arabe et tunisienne organisé par l'université Mahmoud El Maatri se poursuit. Nous avons entamé ce cycle avec la médecine carthaginoise, puis transité vers le Proche-Orient à la période de l'essor de la médecine et de la pharmacie arabe dès le 9-10e siècle avec les pratiques médicales et pharmaceutiques chez Al-Razi. On a d'ailleurs souvent associé l'histoire de la médecine arabe au centre politique et intellectuel de Bagdad, ce qui est situé dans l'Orient musulman, et on a également étudié la médecine andalouse pour ce qui est de l'Occident musulman. Mais dès le 9-10e siècle, un autre centre politique, culturel et scientifique était situé en Afrique du Nord. Il a joué un rôle fondamental autant dans l'évolution des savoirs scientifiques et médicaux que dans leur transmission vers l'Europe. Il s'agit de la ville de Kérouan, dans ce qui s'appelait encore l'Ifriqiya, l'actuelle Tunisie. La médecine kérouanaise était à la fois reconnue dans le monde arabo-musulman, mais également dans le monde latin. Et c'est Dr Hamza Sadem qui nous fait le grand honneur aujourd'hui de nous présenter cette médecine de Kérouan, de cette prestigieuse capitale culturelle médiévale héritière de Carthage. Dr Hamza Sadem est médecin orthopodiste, professeur émérite à l'université Tunis El Manal. Il est historien de la médecine, membre actif de la Société tunisienne d'histoire de la médecine et de la pharmacie. Je le remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et je lui laisse la parole. Histoire de la médecine de Kérouan. Il faut rappeler simplement que Kérouan est une grande métropole bâtie au 8e siècle. C'est une ville dont le nom sonne bien, aussi bien en berbère qu'en perse qu'en arabe. Et autre point important, la liaison des lettres qui le composent rappelle, c'est une grande métropole politique, puisque les prières du vendredi qui se faisaient au Haramain Sherifain, donc en Arabie Saoudite, se faisaient au nom de l'émir de Kérouan. Que ce soit Al-Mansour et avant lui son père, ou le Mustansar al-Hafsi. Ensuite, c'est une grande métropole culturelle. Et l'Idrissi va la nommer la mère des capitales et des contrées. En effet, de Kérouan naîtra le Mahdiya, le Mansouriya, le Qal'a ou le Qahra. Et de Kérouan, la civilisation arabo-islamique arrivera au Maghreb, en Andalousie et en Sicile. C'est aussi une grande métropole médicale. Et la médecine de Kérouan est un maillon de au moins 4 médecines différentes: la médecine tunisienne, la médecine arabo-islamique, la médecine occidentale et la médecine universelle, aussi bien directement qu'indirectement. La question qui se pose aujourd'hui, est-il utile de rappeler ce passé prestigieux alors que la médecine et les hôpitaux aujourd'hui sont vilipendés aussi bien en Occident et en Tunisie? En effet, dans le monde, on se plaint d'une médecine inégalitaire. Pas de budget. Le malade est obligé de faire plusieurs kilomètres pour pouvoir traiter les malades. Plus grave encore, cette médecine est inefficace, puisqu'en 2013, elle va constituer la 3e cause de mort des malades aux États-Unis. En effet, les erreurs médicales des malades hospitalisés sont actuellement considérées comme la 3e cause de mort aux États-Unis en 2013. Donc, l'hôpital n'est plus sécuritaire. Enfin, en Tunisie, grand étonnement, pour le même sujet qui est l'hygiène,
En 28, l'hôpital Aziz Athmane percevra un prix Nobel de médecine et 80 ans après, en 2018, eh ben, on va tout simplement un hôpital aux odeurs nauséabondes avec des mégots, des cigarettes et des déchets de partout. Enfin, ce paradoxe, dans le même hôpital, la même année, le même mois, on a des bébés qui décèdent et une greffe de cœur qui réussit. Grandeur et décadence de la médecine des hôpitaux, la solution. La solution, l'OMS, comme certains le préconisent, ou l'histoire. Ceux qui ont choisi l'OMS pour résoudre les crises des hôpitaux en Tunisie, eh ben, on les invite à s'organiser ou à organiser une série d'ateliers pour répondre aux crises dans les hôpitaux. Nous n'avons pas encore de réponse à ces ateliers. D'autres auteurs, et ça remonte déjà au XIVe siècle, considèrent que les problèmes que peuvent rencontrer les gens de leur présent peuvent être solutionnés par le passé, par l'histoire du passé, parce que souvent, c'est la même société qui, confrontée aux problèmes du présent, peut trouver des solutions dans le problème du passé. Ibn Khaldoun va dire ربط الحاضر بالماضي فتبين لديه أن مجتمع اليوم متجانس كليا مع مجتمع الأمس. Cette idée de Ibn Khaldoun va être reprise par Jacques Fontaine, président de l'Académie des Belles Lettres, qui va dire que se tourner vers le passé, c'est se donner par là les moyens d'aborder les problèmes d'aujourd'hui. Donc, cette voie de l'histoire a un élément positif à son actif, c'est qu'elle a grandement aidé l'Occident à sortir du Moyen Âge et de la décadence. L'Occident est sorti de la décadence grâce à l'histoire. En effet, Patezin va dire que la référence à l'Antiquité a ainsi été un facteur décisif de modernisation dans l'ensemble des traditions européennes, le retour que ce soit à la Renaissance ou à l'époque du romantisme. Ce travail est un travail de réinterprétation de l'héritage ancien qui fait la modernité, non le respect aveugle ou les ruptures violentes. Fort de cette attestation, voyons pour comprendre la décadence après la grandeur de notre médecine et de nos hôpitaux. La médecine de Kérouan est une étape de la médecine tunisienne. La médecine tunisienne a 20 siècles d'existence. On va succéder à l'étape de Carthage pour donner secondairement l'étape de Tunis. La médecine de Kérouan, qui va succéder à Carthage, est caractérisée par une philosophie, une efficacité et une érudition. La philosophie de la médecine à Carthage peut se résumer en un mot: protéger la dignité humaine, al-karama, avec comme conséquence pratique, c'est une médecine pour tous, du moment que le karama est une structure individuelle, donc protéger la dignité humaine, c'est protéger tous les hommes, donc c'est une médecine pour tous. C'était le slogan de l'OMS des années 2000. À Carthage, la médecine est efficace.
c'est pas moi qui le dis, ce sont deux historiens, Hérodote du 5e siècle avant Jésus-Christ, il va dire que indiscutablement le peuple le plus saint que nous connaissions était le peuple de Carthage. 4 siècles après, Salluste, gouverneur de province et historien romain, va être étonné de cette bonne santé des Tunisiens, sains, agiles, résistants à la fatigue, la plupart succombent à la vieillesse, sauf ceux qui périssent par le fer ou par les bêtes. Il est rare que la maladie les emporte. Ce qui est important à noter, c'est que ce sont deux affirmations séparées par 4 siècles. Donc pendant 4 siècles, les Tunisiens bénéficiaient, les Carthaginois bénéficiaient d'une médecine de qualité. Un élément qui est actuellement considéré par les historiens comme étant un élément fondamental de la bonne qualité médicale, c'est la longévité. Et un travail baigné par la Méditerranée va être fait du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ, et on va calculer les longévités des différentes populations. On va trouver que la longévité à Rome était de 21 ans, celle de Libye est de 49 ans. Et les Romains conseillaient à leurs autochtones d'aller vivre en Afrique du Nord parce qu'ils pouvaient vivre plus longtemps. La longévité carthaginoise ne serait atteinte pour Tubiana en Occident que par la médecine du 19e siècle. Depuis la naissance de la médecine moderne, il y a 2 siècles seulement, les progrès ont dépassé les folles espérances. La durée de vie est passée de 25 ans à la fin du XVIIIe siècle à 45 ans à la fin du XIXe siècle. 45 ans étaient atteintes au 1er siècle de notre ère. À l'origine de cette épopée, il y a la volonté d'aller chercher les faits derrière les apparences, d'avoir une grande confiance dans le raisonnement logique. Donc, une médecine basée sur le raisonnement logique. Point important, à Carthage, la médecine était égalitaire. Si tout le monde pouvait bénéficier d'une qualité de soins, c'est que tout le monde partageait cette qualité de soins, c'est que c'est une médecine égalitaire. Gratuité des soins. Vous savez, de Carthage, aujourd'hui, quand vous voyez les traités d'histoire, on parle de toutes les médecines, sauf celle de Carthage. Elle ne figure pas, elle n'est pas classée parmi les médecines de l'Antiquité. Mais la gratuité des soins, nous avons une possibilité indirecte, c'est le texte de Jargil, médecin carthaginois du IIIe siècle, qui va reprocher aux Romains d'avoir instauré une médecine payante. Et il va dire, d'après Caton, c'est les Romains qui commencèrent à monnayer l'art de soigner et de recouvrer la santé. C'est eux aussi qui proposèrent des remèdes inconnus jusque-là et dont ils étaient les seuls à fixer le prix. Avant cela, en effet, les soldats avaient l'habitude de se soigner eux-mêmes et sans rien débourser. Donc, une déduction serait qu'à Carthage, les gens ne payaient pas, la médecine était gratuite et la médecine a un droit imprescriptible. À Carthage, la médecine était érudite. Et voici quelques traités médicaux du deuxième siècle. Malheureusement, aujourd'hui, ça existe de l'autre côté de la Méditerranée. Enfin, et Kérouan, digne héritière de Carthage, va poursuivre le développement d'une médecine efficace et réputée et ajoutera une innovation, la création de centres hospitalo-universitaires d'Emna. Il faut savoir que le premier centre hospitalo-universitaire en France sera inauguré en 1957. Le décalage est de 10 siècles. Cette médecine, nous avons vu tantôt que Kérouan participait encore à la médecine tunisienne, arabo-islamique, occidentale et universelle. Nous avons
vu d'abord le sujet est vaste et le temps qui nous est imparti, donc de prendre quelques spécimens. Alors à Kairouan, la santé était organisée, codifiée et efficace. Là, nous avons un texte de la gratuité de la santé et une médecine pour tous. En effet, les hôpitaux ont été développés par l'association arabo-islamique avec 3 fonctions. Une fonction de traitement curatif, une fonction d'enseignement et une fonction de recherche. Donc la recherche médicale ne date pas d'une époque récente, elle remonte à Carthage. À l'hôpital, chaque hôpital avait une organisation, il y avait un statut. C'est une structure d'État, gratuite, avec une surveillance du muhtasab. Le muhtasab, c'est quelqu'un de très difficile à corrompre. Une éthique, une hygiène par l'eau, un staff médical, un enseignement mixte, filles et garçons, et la recherche. André Naoum, dans le médecin de Kairouan, va dire que la médecine était gratuite avec plus. À leur sortie de l'hôpital, les malades recevaient 5 pièces d'or, véritable fortune, pour assurer leur convalescence. C'est la crème à l'envers. La fille, comme le garçon, suivait des cours de médecine, et ce passé, nous le trouvons à Carthage avec Acilia Polla, et vous savez que Carthage a été détruite par Rome, donc les rares documents que nous avons, il faut un travail de longue haleine pour les retrouver. Kairouan fera la même chose, puis Tunis, et là j'ai remis exprès la Tawhid al-Mashir, puisque son effigie est portée par les billets de 10 dinars actuellement en Tunisie. L'organisation et l'éthique. Kitab al-Hasba, le livre de Hasba. Le muhtasab, c'est quelqu'un qui exigeait l'exercer. Dans le chapitre 36, à propos des chirurgiens, لأن الحلاق يقص الشعر والحجام يحل العروق. D'où le hijama. Donc ce sont 2 corps de métier différents. الحلاق ما يجرحش والحجام يجرح. لا يتصدى للفصد إلا من اشتهرت معرفته بتشريح الأعضاء والعروق والعضل والشرايين وأحاط بمعرفة تركيبها وكيفيتها لئلا يقع البعض في عرق غير مقصود. Et donc le texte est d'une précision et gare à celui qui s'adonne à un métier dont il n'est pas qualifié. L'eau était étudiée scientifiquement, puisque c'est en même temps un acte de vie, mais en même temps d'hygiène, était sur le hammam, l'eau, c'était des eaux différentes pour des traitements différents. Donc, l'hygiène était codifiée, mais les moyens pour atteindre cette hygiène étaient eux-mêmes scientifiquement codifiés. Ibn Jazar va même plus loin, Risala fi islah fasad al-hawa. Quand on pense aujourd'hui à la demande des gens de Sfax. Plus encore, l'AVS était définie par Ibn Jazar à 60 ans. L'OMS l'a définie à 65 ans. Le décalage est quand même de 10 siècles et dans son traité Kitab al-Fuqara al-Masakin, il va définir وزعم أن من الناس من يشيخ قبل وقت الشيخوخة وبعضهم بتأخر
Et là, nous retrouvons le texte manuscrit et présentateur du manuscrit. Ce qui est important, c'est que l'âge pour définir la déesse n'a pas changé depuis 12 siècles. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Et là, nous voyons très bien que l'apport de Kérouan dans la médecine arabo-islamique, et là, je me suis contenté simplement de rappeler les élèves de Kérouan des différentes régions de l'Empire musulman. De Jérusalem, Mohammed bin Tamimi, de la Perse, Ibn Sina, qui va reproduire des textes entiers, des paragraphes entiers de Ibn Jazar, d'Andalousie, Abul Qasim al-Zahrawi, Ibn Bariq ibn Baytar, et du Maroc, Ibn Amran al-Ajmouni de Fès. Ça, c'est les élèves directs. Abul Qasim al-Zahrawi, dont le traité de chirurgie va constituer la Bible de la chirurgie occidentale jusqu'à la radiologie jusqu'au IXe siècle. Et nous devons une traduction de Sis'id al-Missiri, Allah yarhamou, sur Abul Qasim al-Zahrawi. Alors, ils ont une habitude en Occident, c'est de franciser les noms qu'ils reçoivent. Je ne sais pas si nous faisons la même chose, mais Abul Qasim al-Zahrawi devient Abul Cassis. Rappelez simplement que Kérouan a devancé dans sa construction Bagdad de près de 80 ans et Cordoba de près de 80 ans aussi, Kérouan 670, Bagdad 762. De Kérouan, la médecine partira en Occident, en Italie, en France et en Espagne. En France, les auteurs de Kérouan feront partie des textes enseignés à la Sorbonne en 1270. Et là, nous trouvons nommé Hunayn ibn Ishaq, Ishaq Israéli et Ibn Jazar faisaient partie des livres enseignés donc à la Sorbonne en médecine. Il faut savoir que la médecine arabe était une médecine qui composait plus de la moitié du corpus d'enseignement de la médecine en Occident et que la France, pour citer que la France, va instaurer une chaire d'arabe déjà du temps de François Ier. Enfin, on partira en Italie, la fameuse école de Salerne et l'école de Salerne. Et là, nous avons Constantin l'Africain qui va emmener avec lui les traités et ce sera le premier plagiaire de l'histoire puisqu'il va dire que ces livres sont de lui. Entre autres livres, il va prendre le livre d'Ibn Jazar, Zed el-Moussafr, le Viaticum, et nous avons un exemplaire de ce Viaticum dans les bagages de Napoléon Ier qui sont aux Invalides. Donc, voyons que Kérouan était un relais important pour développer la médecine occidentale, que ce soit à travers l'Andalousie ou que ce soit à travers Salerne. Et là, nous avons, elle va même aller plus loin, à Oxford, à Montpellier, à Bologne, donc la médecine de Kérouan va diffuser dans le monde. Et là, nous avons pris simplement les bibliothèques où existent des livres de Kérouan, des livres médicaux de Kérouan. Et nous avons pris comme document le livre de Ahmed Ben Milad, et voici les pays qui possèdent dans leur bibliothèque des livres de la médecine kérouanaise. En effet, Kérouan était ouvert sur l'Inde et la Chine, et Ibn Jazar va distinguer la Chine des différentes parties de la Chine à partir des médicaments qu'il utilisait. Donc, il y avait une connaissance des régions du monde qui sont aussi éloignées de la Tunisie. L'hygiène par l'eau. J'ai gardé exprès l'hygiène par l'eau pour la mettre l'hygiène par l'eau héritée de Kérouan
était de Carthage et utilisé par Kéron est un défi. Il faut savoir que la Tunisie est à 40% un pays désertique. Nous n'avons pas de fleuve et nous avons choisi comme élément d'hygiène l'eau et avec la religion pour les ablutions encore l'eau. Mais à ce défi, il va être relevé par 6 solutions, à commencer par le Shabbat, puis le Mejl, puis les aqueducs, puis les lacs collinaires. Dans le sud de la Tunisie, ben vous ne pouvez pas avoir soif, puisque tous les 3 ou 4 kilomètres, vous avez un Mejl qui ramasse l'eau et vous n'avez qu'à pouvoir mettre un seau et prendre de l'eau. C'est l'eau de pluie. Ce défi de l'eau sera auréolé en Tunisie par un prix Nobel de 1928. En effet, le typhus, c'était une épidémie, sauf Aziz Othman, qui appliquait l'hygiène par l'eau. Et Charles Nicolle va découvrir ce principe de l'eau et du savon pour arrêter le typhus et trouver ensuite la cause primitive du typhus, le qamla. Alors, la question qui se pose, comment expliquer la poursuite par Kéron d'une médecine aussi efficace que celle de Carthage, alors qu'il existait des différences importantes, linguistiques, culturelles et d'organisation. Ce n'est pas la même religion, ce n'est pas la même langue, et ce n'est pas la même organisation. Et pourtant, nous allons avoir la même efficacité médicale. Ben, c'est qu'entre Kéron et Carthage, il y avait de nombreuses similitudes, pas culturelles et éthiques. Ces similitudes portaient sur l'hygiène, l'eau, sur une méthodologie de travail et sur l'éthique. Nous allons nous intéresser uniquement qu'à l'aspect méthodologique. À Kéron comme à Carthage, un principe commun, compter sur soi, ne jamais copier. Compter sur soi, ne jamais copier. Le principe du non-copiage était une valeur partagée entre Carthage et Kéron. Et à Carthage, à l'intérieur de la société carthaginoise, les cloisons étaient perméables, la valeur étant essentiellement individuelle et acquise à force de labeur, la méritocratie, du succès personnel. Et il ajoutera, le fils d'une famille modeste qui ne compte aucun magistrat, aucun prélat pourra se faire élire suffète, rab ou prêtre. À Kéron, le même principe. التقليد من نقص في العقول ودناءة الهمم. Et donc, il était strictement interdit de copier. La version moderne de ce copiage, c'est le transfert de technologie. Une technologie, c'est comme un arbre avec ses racines. Vous ne pouvez pas prendre l'arbre et laisser les racines. Ce principe de non-copiage a permis au Japon d'être une puissance économique, scientifique et industrielle. En effet, Samuel Huntington, dans le choc des civilisations, va dire que de ce premier contact avec l'Occident en 1542, le Japon a pratiqué le rejet du transfert de technologie. Seules les formes limitées de modernisation étaient autorisées. Il va faire comme les Arabes et Huntington qui le dit, les Arabes musulmans ont reçu, valorisé et utilisé l'héritage hellénistique pour des raisons essentiellement utilitaires, surtout intéressés à emprunter certaines formes extérieures ou certains aspects techniques. Le Japon a suivi le même modèle. Et en 1900, le Japon, la Tunisie et l'Égypte étaient sur le même pied d'égalité, économiquement, culturellement, même pied d'égalité. 70 ans après, n'ayant
pas opté pour le transfert de technologie, le Japon se trouve dans la corde des pays décideurs et non des pays sous-développés. Ce principe de non-copiage est en train d'aider l'Afrique à sortir de l'indigence et de recouvrer son intelligence d'antan. En effet, aujourd'hui, on nous dit que nous avons des difficultés pour avoir des spécialistes dans toutes les régions. Au Congo-Brazzaville, on va installer une machine qui va collecter les examens cardiologiques centralisés dans un seul endroit, et on peut traiter à distance à travers simplement cet appareil fabriqué par des Congolais, un esprit congolais, qui va leur permettre de vous faire le diagnostic à distance et de traiter les malades. Au Kenya, le Kenya va trouver la solution à un problème posé par Silicon Valley. C'est le téléphone solaire portable. Quand vous êtes dans le désert, vous n'avez pas la possibilité de brancher votre téléphone dans une prise. Donc, il faut avoir une possibilité d'énergie solaire. Silicon Valley travaille dessus. Ce n'est pas Silicon Valley qui va trouver la solution, c'est le Kenya. Et Silicon Valley va acheter le brevet kenyan. Alors, c'est le New York Times qui rapporte, jusqu'à présent, le modèle dominant était la Silicon Valley, avec ses universités, ses financiers et ses brevets. Ushaidi débarque d'un tout autre monde où l'innovation est fille de nécessité. Il faut savoir rappeler simplement que l'Afrique est un pays d'érudits, que les Africains sont des érudits. Importance d'éducation dans les sociétés africaines précoloniales, de nombreux faits montrent l'importance accordée à l'éducation dans le société africaine précoloniale. Dans le système féodal de l'Afrique noire précoloniale, l'éducation était considérée comme un critère dont la valeur surpassait de loin celle qu'on accordait à la naissance ou à la fortune. Ce principe de non-copiage a permis à des jeunes palestiniennes d'inventer des cannes au laser pour permettre à des parents de pouvoir se déplacer sur des terrains détruits. Elles avaient 14 ans, elles traversaient avec des fils électriques de chaque poste et elles vont finir par fabriquer cette canne au laser pour aider un oncle et une tante aveugles. Au concours international des sciences d'ingénierie, elles sont qualifiées par Mark Uslan, directeur de la division technologique de la Fédération américaine des aveugles, les Albert Einstein de demain. Elles n'ont que 14 ans. Aujourd'hui, la médecine et les hôpitaux sont vilipendés en Occident et en Tunisie. Oui, parce que l'homme ne compte plus sur lui-même, mais sur la machine. Choix décrié, car coûteux, donc inégalitaire et peu efficace. C'est pas moi qui le dis, c'est Christian Duve, prix Nobel de médecine. La recherche médicale, quelle orientation faut-il privilégier? On développe de plus en plus de technologies à la fois coûteuses et peu efficaces. Les reins artificiels, les greffes de cœur et toutes sortes d'autres techniques spectaculaires nous conduisent inexorablement à l'impasse. On ne cherche plus à comprendre la structure d'un rein, on a le rein artificiel. La machine stoppe la recherche. Elle lui fait un feedback. Philosophie de la médecine moderne, c'est plus protéger la dignité de l'homme, c'est protéger la dignité de la machine. Avec comme conséquence pratique une médecine inégalitaire. Et nous comprenons très bien ce qui arrive aujourd'hui à la médecine et aux hôpitaux en Tunisie et dans le monde. L'homme ne compte plus sur lui-même, mais sur la machine au point d'accepter de disparaître et de lui céder la place après une période de cohabitation. Comment on va supprimer l'homme pour assurer la dignité de la machine? Comment on va fabriquer cette déshumanisation de l'homme?
Eh bien, dépassé par la technologie, rendu impuissant physiquement, dépendance à l'espace virtuel, perte de soi, aliénation mentale du spectateur, effet hypnotique, voire psychotrope d'être humain et se déplacera dans l'espace virtuel avec une humilité. Et la fin de l'humanité qui va être programmée en 2 temps. Le premier temps, ça sera la cohabitation. C'est la machine qui va dormir avec vous, qui va vous servir votre café. Puis, la cohabitation finie, disparition de l'humanité. C'est une idée, une lubie, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. Si hier, le colonisé, comme le disait Albert Memmi, est d'être placé hors de l'histoire et hors de la cité, aujourd'hui, colonisateurs et colonisés sont placés hors de l'humanité. Problème résolu. Là, nous sommes sur un pied d'égalité. Parmi les causes de cette situation en Tunisie et dans le monde, c'est que l'homme est poussé au copiage et il adhère. Et voici pour exemple un article du journal Sabah du 20 janvier 2013, comment atteindre le niveau des pays développés, كيف نلتحق بالأمم المتقدمة في أقل من جيل، المسألة بسيطة، علينا أن ننظر للبلدان الناجحة وننسخ قوانينها ومنظوماتها. Vive le copiage, vous n'avez pas à vous déranger par le copiage, vous allez résoudre vos problèmes. Ibn Khaldoun et Albert Memmi écrivaient que les pays colonisés, une fois indépendants, se mettaient à imiter le colonisateur et perdaient leur liberté. Voilà al-maghloub bil-ghalib. Huntington abonde dans le même sens. Les élites des anciennes colonies ont éprouvé le besoin de se distinguer des couches populaires. Parler couramment anglais, français ou toute autre langue occidentale les y a aidés. De ce fait, les élites des sociétés non occidentales sont souvent plus capables de communiquer avec les Occidentaux qu'avec leur propre peuple. Samuel Huntington, USA, 1996. Est-ce que c'est la fin de la philosophie de l'homme? Est-ce que c'est la fin des civilisations véhiculées par Carthage et Kérouan? Est-ce qu'on peut restaurer cette intelligence qui est actuellement en crise? Des voix appellent pour défendre l'homme et l'humanité et arrêter cette dérive et à stopper la suprématie de la machine. Il y a des voix irréfléchies qui appellent destruction des machines. Nous sommes en 1900. Et des gens sont passés à l'acte, ils ont cassé des machines. Machine dégage, révolution. Puis d'autres ont eu des réminiscences du Moyen-Âge et ils demandent tout simplement à brûler Descartes. Pourquoi Descartes? Parce que c'est le premier à avoir parlé de l'homme-machine ou de l'animal-machine. Oui, chacun retourne son histoire. Habitués à l'échafaud, ils vont de nouveau mettre sur l'échafaud Descartes. Puis, il y a d'autres qui proposent autre chose. Patrick Voisin propose de reconstruire Carthage et l'esprit de Carthage. D'autres proposent de regisser l'esprit de Kérouan. L'Afrique a commencé. Je prends l'exemple de la gratuité des soins. Le Burundi en 2009 va expérimenter la gratuité des soins. Le Maroc en 2012 va expérimenter la gratuité des soins. La Côte d'Ivoire va lui-même en 2012 faire cette expérience comme Kérouan. Soins gratuits, c'est un droit imprescriptible de l'homme. Au Niger, on le fait en 2 temps. On va proposer dans un premier temps de traiter gratuitement les enfants de moins de 5 ans, puis les femmes, la césarienne, les contraceptifs, les conceptions prénatales et les cancers féminins seront gratuits, pris en charge par l'État.
l'Afrique a entendu Kairouan et Carthage. Kairouan et Carthage font partie de l'Afrique. La modernité est une réinterprétation de l'héritage ancien. Se tourner vers le passé, c'est donner par là les moyens d'aborder les problèmes d'aujourd'hui. La philosophie de la médecine de Kairouan est encore vivace. Merci de votre attention et à la prochaine conférence sur Carthage. هوني قيدت وتحلت قدامي بيبان حياتي. هوني تعلمت وقدمت. هوني تعرفت عليها، هي حبي وغرامي. هوني بدبلومي رفعت راس أمي العزيزة الغالية. هوني حققت أحلامي وعاشرت صحابي. وهوني عرفت اللي نجم نوصل لبعيد في مستقبلي. جامعة محمود الماطري، حتى الفين نجم توصل معنا.